Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cet atelier Envie de créer ou reprendre une entreprise, savoir par où commencer et bien évidemment, après avoir commencé, les différentes étapes pour aller jusqu'à la fin. Donc, nous serons 3 intervenants. Donc, je me présente, Marie-France Courcos. Je suis chargée de développement économique à la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne. Et donc, j'accompagne les porteurs de projets et les entreprises tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, les autres intervenants, je leur passe la parole. Fabienne. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Je suis donc Fabienne Carboni et je suis conseillère création reprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes. Le stand juste à côté. Et moi, c'est Louis Le Boucher, donc BGE Bretagne. Je suis également conseiller formateur à la création reprise d'entreprise. Et puis, avec vous ce matin pour animer cet atelier. Donc, Marie-France, je te repasse la parole pour le démarrage. Merci. Donc, les objectifs de cet atelier, comme je vous disais, ce sont connaître les différentes étapes de la création d'entreprise. Et mes collègues feront un petit focus sur les étapes clés. Il est essentiel de savoir démarrer par le début, enchaîner les étapes, connaître l'articulation entre elles pour éviter de prendre les choses à l'envers et pouvoir aller jusqu'à la fin du projet et vérifier sa viabilité. Alors, première chose, effectivement, quand on a un projet de création ou de reprise, mais souvent de création, quand même, il faut avoir une idée au départ. Donc, le point de départ de votre idée, c'est vous. Ça, tout, j'irais, repose sur vos épaules au démarrage. Donc, il faut que cette idée de départ soit quand même cohérente avec qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire techniquement dans un métier, dans un domaine. Mais c'est important également de recenser ce que vous savez faire en ce qui concerne l'entreprise, c'est-à-dire toute la partie gestion et la partie commerciale. Est-ce que vous avez eu des expériences diverses, associatives ou autres, pour être suffisamment à l'aise pour lancer ce projet? Recensez également déjà au moment de l'idée qui vous connaissez. Qui vous connaissez, votre réseau, des personnes qui se sont déjà lancées, que ce soit dans le réseau professionnel, personnel. Recensez les personnes pour vous aider justement à réfléchir sur cette idée. Est-ce qu'elle est plus ou moins bonne? Est-ce qu'elle correspond à un marché? Plus on a d'échanges, d'interactions avec d'autres personnes qui sont peut-être passées par là, ça vous aidera à développer cette idée et à passer à l'étape suivante. Une recommandation également, c'est de prendre un temps de réflexion personnelle, je dirais d'autodiagnostic, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions et surtout déterminer si ces réponses sont favorables ou pas pour ce projet. Alors la motivation. Il faut être très clair et définir la motivation que vous avez par rapport à ce projet. Est-ce que c'est pour avoir un revenu complémentaire? Est-ce que j'ai une véritable ambition de créer une entreprise, d'embaucher des personnes, de la développer? Est-ce que c'est un complément de revenu, j'en parlais, mais est-ce que ça peut venir en cohérence ou un hobby? Souvent, des fois aussi, on peut avoir des hobbies dont on souhaite finalement passer à l'aspect professionnel pour peut-être un jour pouvoir en vivre. Donc, il faut bien réfléchir à ces motivations puisque le projet sera quand même mis en place en fonction de ça. On ne met pas en place le même projet lorsque c'est un complément de revenu ou lorsqu'on a une ambition d'avoir une grosse entreprise à 10 ans avec 50 salariés. Vous pensez bien. Les qualifications. Alors, point également sur les qualifications, notamment par rapport à certains secteurs d'activité. Entre autres, dans l'artisanat, il peut être exigé d'avoir soit de l'expérience, soit un diplôme. Donc, tout ce qui est de l'ordre du service à la personne, style coiffure, le bâtiment, etc. Je vais parler dans le détail, la mécanique. Vérifiez auprès de nos services, chambre de métier, si vous pouvez déjà ambitionner de lancer ce projet, si vous répondez bien aux exigences de qualification imposées par la loi. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, est-ce que j'ai
l'expérience, les compétences déjà pour me lancer dans ce projet, pour le mener à bien en tant que professionnel. Donc là, il faut faire un point sur son parcours, sa formation initiale, ses formations qu'on a pu avoir et son expérience. Également, la santé peut rentrer en ligne de compte. Si vous avez des soucis de santé, je dirais récurrents ou des problèmes de santé de long terme, ce n'est pas obligatoirement un frein. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais créer, mais il faut en tenir compte. En tenir compte par rapport à la disponibilité que vous aurez, en tenir compte par rapport à si vous êtes obligé de vous arrêter, comment vous faire remplacer, etc., etc. Et également, on en tient compte, on verra à la fin avec mon collègue, mais on en tient compte également sur le choix de la forme juridique qui peut avoir un impact sur le choix social pour une meilleure protection si vous avez besoin d'avoir des traitements fréquents. Donc pareil, il faut être très clair et le dire, si vous êtes accompagné, le dire en toute transparence. Et ça reste confidentiel, je rappelle. Idem la famille. Souvent, la question qu'on pose, c'est est-ce que votre entourage familial vous soutient dans ce projet? Si c'est non, si notamment le conjoint est fortement opposé, ça peut être problématique. Donc voilà, on fait un point, poser la question, est-ce que voilà, tout le monde est prêt à faire un effort, conjoint, enfant, et si dans votre famille vous avez déjà des entrepreneurs, évidemment c'est un plus puisqu'ils seront de bons conseils. La situation financière personnelle, je ne vais pas vous mentir, plus elle est compliquée, plus ce sera compliqué de créer. Il ne faut pas se leurrer. Donc il y a des aides, il y a des solutions, mais là pareil, il faut être quand même réaliste. Donc faire le point sur sa situation financière personnelle, si vous êtes, comment dire, mince, ça y est, le terme m'échappe, endetté. Si vous êtes endetté, fiché Banque de France, etc., ça peut quand même être un sérieux frein. Donc, à voir comment solutionner cette situation-là. Sinon, également, c'est important, la situation financière, c'est-à-dire est-ce que vous serez en capacité déjà de financer le projet, une partie du projet. Non, faites le point notamment sur vos capacités d'apport. Et après, sur la partie technique financière, on ajuste suivant les besoins. La personnalité, pour terminer là-dessus, personnalité, alors je vais donner un exemple. Vous voulez vous lancer dans le commerce, mais vous avez une personnalité extrêmement brute de décoffrage, ça risque peut-être d'être compliqué, vous voyez. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, au contraire, c'est un point positif. Donc pareil, il faut être conscient, il faut se connaître et se dire finalement, est-ce que je serai dans ce cas-là, bien en première ligne, en contact direct avec la clientèle, mais ça n'empêche pas à ce moment-là de prendre un vendeur, un commercial et soi-même se préoccuper de la technique. Et puis le réseau, j'en reviens sur le réseau, j'en parlais tout à l'heure, le réseau extrêmement important, recenser toute personne qui peut vous être utile dans ce projet, de près ou de loin. Réseau familial, associatif, amical, professionnel, qui peut me servir, entre guillemets, à travailler sur ce projet, à lancer ce projet et après professionnellement. Et une fois que vous avez fait donc ce petit autodiagnostic, eh bien c'est là qu'on peut s'apercevoir, effectivement, si on a beaucoup de plus ou beaucoup de moins. Si vous avez des moins, eh bien, ce sont les points justement un peu faibles sur lesquels travailler et voir comment on peut améliorer les choses pour se donner toutes les chances dans ce projet. Et pour rentrer dans le cœur du sujet, donc voilà les différentes étapes de la création. C'est extrêmement important, j'insiste, de les suivre dans l'ordre. La majorité du temps, on en voit, partent à l'envers. C'est-à-dire du 1, je suis prêt à devenir chef d'entreprise, finalement on passe directement au 7 et au 6, alors qu'en réalité il faut partir comme une montre. Donc je suis prêt à devenir chef d'entreprise, c'est toute la réflexion qu'on a menée jusqu'à ici. On a vérifié les obligations réglementaires, donc il y a les problèmes de qualification, là j'en ai parlé tout à l'heure, mais également tout ce qui concerne le secteur d'activité que vous envisagez.
Est-ce qu'il y a des formations à suivre? Quelles sont les obligations? Là, c'est un travail de recherche d'informations dont parlera ma collègue. Après, on passe à l'étude de marché pour connaître votre futur marché, vos clients, la concurrence. C'est d'abord l'étude de marché. Ensuite, on passe aux moyens financiers. Donc, l'approche financière, c'est évaluer les moyens financiers nécessaires pour le démarrage du projet et vérification de la viabilité et de sa rentabilité. Est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que je pourrai en vivre? C'est ça très clairement, hein. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, approche marché et financière, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on se pose la question de l'emballage, si je puis dire, c'est-à-dire quel choix juridique, quel choix fiscal je vais donc faire correspondant à ce projet. Tant qu'on n'a pas d'éléments sur le marché ni d'éléments financiers, partir sur un postulat, je me mets sous telle forme juridique, je vais faire telle chose, ne correspond à rien puisqu'on ne sait pas si c'est bon, si c'est adapté. Donc, on s'inquiète d'abord du contenu et après, on verra l'emballage après. Voilà. Et pour terminer, bien évidemment, avant de démarrer, on fait un point sur les aides possibles. Sur les aides possibles auxquelles vous pouvez prétendre. Donc là, ça dépendra, on revient à l'approche financière, c'est-à-dire quels sont les besoins financiers. Et donc, en fonction de ça, eh bien, quelles sont les aides que je peux mobiliser et demander. Voilà les principales étapes qu'il faut retenir, qui pour moi sont extrêmement importantes. Et donc, en toute logique, je passe la main à ma collègue qui va donc parler de l'approche marché. Merci beaucoup, Marie-France. Je vais reprendre... Pardon, non, pas de souci. Alors, donc vous avez bien compris qu'un projet de création d'entreprise, ça se prépare et on ne commence pas par la fin. On commence par d'abord l'idée et donc les motivations, les réglementations, etc. Et la chose importante maintenant, c'est la partie marché. Donc l'étude de marché, l'observation terrain, c'est vraiment une phase. On ne peut pas passer outre. Il ne faut pas se dire on va directement passer à la partie financière, puisque pour bien évaluer son chiffre d'affaires, il va falloir bien étudier son marché, bien comprendre son marché. Alors, l'étude de marché, c'est quoi? Peut-être que pour vous, c'est un terme un peu barbare. On se demande ce que c'est. Souvent, l'étude de marché, ça fait peur. Mais en fait, c'est vraiment du concret. Ce n'est pas la peine d'aller vraiment regarder dans les livres, etc. C'est vraiment du concret. C'est connaître ses clients. Connaître ses clients, c'est qui sont mes clients? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des entreprises? Combien il y en a? Est-ce que vous travaillez à l'échelon local, à l'échelon national, régional, voire même international? Bon, soyons fous. Donc, qui sont mes clients? Combien sont-ils? Quand est-ce qu'ils achètent? Est-ce que vous avez plutôt une activité saisonnière ou c'est une activité qui est linéaire? D'où viennent-ils, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de créer donc votre entreprise. Et pour ça, il faut effectivement aller sur le terrain, donc faire une enquête auprès de ses clients. Donc ça peut être une enquête quantitative. Quand on dit quantitatif, c'est interroger donc un nombre important de personnes, ou alors du qualitatif. Du qualitatif, c'est interroger un petit nombre, 15, 20 personnes, et pour vraiment bien comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, leurs besoins, etc. Et ça vous aide également à construire votre projet. Donc l'enquête terrain est fondamentale. Il faut vraiment passer par là. Mais ce n'est pas l'étude de marché. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'on a fait un questionnaire, on est bon et on va faire l'enquête. Mais l'étude de marché, c'est pas uniquement le questionnaire. Ça en fait partie, mais c'est pas la seule étape de l'étude de marché. Alors, ce qu'il faut également connaître, c'est l'environnement. L'environnement, c'est bien connaître son secteur. Si je me lance, je ne sais pas, par exemple, dans l'habillement, il va falloir connaître un petit peu le marché de l'habillement au niveau national. Même si vous voulez faire une boutique peut-être sur Rennes ou sur les environs de Rennes, c'est important quand même de connaître son marché
au niveau national, voire un petit peu aujourd'hui, parce qu'en plus l'habillement c'est pas forcément un secteur très porteur, hein. Donc voir aujourd'hui comment se porte l'habillement, est-ce qu'il y a des niches qui sont plutôt favorables ou pas, est-ce que c'est un secteur porteur, est-ce qu'il y a des réglementations à connaître, tout ça ce sera à prévoir dans votre étude de marché et c'est vraiment important. Hein, quand on se lance dans un projet, il faut bien connaître en fait les pourtours, l'étendue du secteur, voir comment votre secteur se porte. Hein. Donc c'est vrai que c'est mieux de prendre un secteur en général qui se porte bien. Hein. Mais bon, parfois, il peut y avoir un secteur qui ne se porte pas bien et trouver une niche qui va effectivement bien se développer. Donc effectivement, au niveau de l'environnement, il faut vraiment bien connaître ce qu'on appelle l'étude macroéconomique dans un jargon. Hein. C'est bien connaître son secteur d'activité. Quelles sont les opportunités de ce secteur et quelles sont également les menaces. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Mais s'il y a des menaces, il faut quand même les connaître, hein, parce que c'est comme ça que vous allez voir effectivement, parce que l'étude de marché, ça va être aussi le déclencheur. Est-ce que je me lance ? Ou est-ce que je ne me lance pas, soit je retourne salarié, ou alors je change carrément de projet. Hein, il est toujours temps, après l'étude de marché, de dire finalement, bon, ce secteur-là, a priori, je pensais que c'était bien, mais finalement, ce n'est pas un secteur qui va bien. Donc, du coup, finalement, ce n'est pas pour moi. Donc, soit je reprends la case salarié, il y en a beaucoup qui font ça, ou soit, éventuellement, je change carrément de secteur. Donc, c'est vraiment l'étude de marché, c'est vraiment une étape à surtout ne pas oublier, hein, c'est fondamental. De connaître votre marché, vos clients, c'est fondamental. Alors, également, une fois qu'on a l'environnement, donc le secteur, les clients avec les enquêtes, etc., il va falloir également connaître l'offre. L'offre, c'est-à-dire les concurrents. Hein, donc, qui sont vos concurrents ? Donc les concurrents directs, ça va être les gens qui font exactement la même chose que vous, hein, qui répondent aux mêmes besoins que vous. Donc là, il va falloir bien les connaître, savoir où ils sont situés, qu'est-ce qu'ils proposent, depuis combien de temps ils sont créés, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, etc. C'est pas uniquement de dire j'ai un monsieur Durand, là il a un magasin, il fait la même chose que moi. Non, ça suffit pas. Il faut vraiment les analyser, bien les connaître, quelles sont leurs méthodes de communication, etc., etc. Donc bien faire un point important sur vos concurrents déjà directs. Hein. Les concurrents indirects, il faut savoir également qu'ils existent, hein, c'est des gens qui font une partie de votre offre, qui répondent en partie à vos besoins. Pas en totalité, ils font peut-être un petit peu autre chose, mais ils ont quand même une offre qui répond aux mêmes besoins. Hein, vous avez toujours des concurrents. Hein. Les personnes qui me disent, bon, souvent parfois à la CCI quand on rencontre des personnes, oh non, moi j'ai un super projet, un super produit, je n'ai pas de concurrent. Bon, tant mieux, hein, mais bon, en général, s'il n'y a pas de concurrent, déjà il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un marché ? Parce qu'il y a toujours des concurrents, peut-être pas direct, mais au moins indirect. Hein. Les gens ne vous ont pas attendu. Hein. Ils avaient des besoins, ils ont été voir quelqu'un d'autre. Hein. Ils vous ont pas attendu. Hein. Donc, il va falloir bien recenser les concurrents directs, les concurrents indirects. Et puis, ce qui n'est pas forcément évident, c'est les concurrents à venir. Hein, parce que c'est pas parce que vous êtes implanté vous qu'il n'y aura pas d'autres concurrents à s'implanter un peu dans la même type d'activité, etc. Et même quand vous serez créé, il faudra de toute façon rester en veille, puisque une des qualités d'un chef d'entreprise, c'est de veiller un petit peu sur son activité. Hein, c'est de voir effectivement est-ce qu'il y a des concurrents et comment je fais pour garder, moi, le cap. Hein, ce qu'il va falloir également voir, une fois que vous aurez fait votre enquête client et que vous aurez recensé les concurrents, c'est de voir justement, votre offre, parce qu'il va falloir construire votre offre, hein, c'est comment je vais me différencier.
comment mon entreprise va gagner, comment mon entreprise va me faire vivre en fait, parce que l'objectif c'est ça, hein, c'est pas de faire du bénévolat, c'est vraiment comment je vais réussir à vivre avec mon produit ou mes services. Hein, c'est vraiment voir votre valeur ajoutée. Et ça, vous allez le faire grâce à votre étude de marché, en interrogeant vos clients et en regardant les concurrents directs, indirects, etc. D'accord ? Tout à l'heure, éventuellement, si vous avez des questions, on va vous laisser 10 minutes à peu près hein, pour qu'on puisse répondre à vos différentes interrogations. Alors, donc, on a vu que l'étude de marché était très importante, qu'il fallait bien connaître son secteur d'activité. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais comment on fait ? Donc, où chercher l'info ? Alors, il y a plein de sites possibles, hein, déjà Internet. Donc, bon, Google est mon ami, hein, peut-être. Attention, parce qu'il faut trier. Hein, sur Internet, il y a plein de choses qui ne sont pas fiables. Donc, il va falloir recenser les sources fiables et croiser les informations. Hein, donc, il va falloir regarder plusieurs informations. Si toutes vont à peu près dans le même sens, on est bon. Par contre, si vous avez une information qui va dans un sens et l'autre dans l'autre, peut-être que ce n'est pas fiable. Donc, vraiment, faire attention à Internet. C'est une excellente source d'information, Internet, mais encore faut-il bien chercher et surtout croiser les sources. Également, quelque chose d'intéressant, c'est vraiment notre Bible, hein, à la CCI, mais je pense que c'est pareil à la BGE et à la CMA. Enfin, je parle pour eux, hein, mais bon, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Le site BPI Création. BPI Création, c'est une mine d'or hein, pour trouver de l'info pour la création d'entreprise. Ils ont pas mal de choses sur tout ce qui est activité réglementée. Donc, si vous voulez savoir si votre activité est ou pas réglementée, vous pouvez déjà regarder dans BPI Création. Ils ont beaucoup de choses également sur les statuts juridiques, sur des choses sur les business plans également. Mais ils ont également ce qu'on appelle des fiches projecteurs. Des fiches projecteurs, c'est des fiches qui font, je sais pas, une 50aine de pages à peu près. Et donc, c'est vraiment... bon, tous les secteurs, malheureusement, ne sont pas traités. Hein, mais si vous avez la chance que dans le projet que vous souhaitez réaliser, il y a une fiche projecteur, c'est vraiment déjà intéressant de la regarder parce que vraiment, c'est un dossier qui est fait spécifiquement pour les créateurs d'entreprises. Hein. Donc BPI Création, les dossiers projecteurs sont en ligne et généralement c'est pas très très cher, c'est de l'ordre de 15-20 € le dossier. Hein. Donc c'est pas non plus enfin c'est pas très très élevé. Hein. Alors BPI Création, il y a également l'INSEE. Bon, tout le monde connaît l'INSEE, hein, donc c'est hyper connu. Hein. Alors, le site de l'INSEE, il est très, très... il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, l'INSEE, c'est vraiment la Bible pour tout ce qui est démographie. Hein, donc tout ce qui est population, les revenus, il y a également des choses sur l'économie, enfin il y a pas mal de choses. Donc, et en plus c'est un site fiable hein, puisque ça dépend de l'État. Hein, donc l'INSEE, il n'y a pas de problème. Quand vous mettez source INSEE, généralement, bon, il n'y a aucun problème. Oui, justement, quand vous allez chercher vos infos, n'oubliez pas de mettre la source. Hein, la source est très importante. On voit tout de suite si c'est des sources fiables ou pas. Et surtout l'année. Hein, parce qu'il ne faut pas trouver des éléments qui datent de 10 ans. Parce que le monde évolue tellement vite qu'effectivement, des données d'il y a 10 ans... Bon, c'est pas très très valable. Hein. C'est bien de voir les évolutions, de voir un peu il y a 10 ans c'était comme ça, ou il y a 5 ans c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, essayez de trouver des sources fiables et des sources récentes, le plus récent possible. D'accord ? On a également société.com. Société.com, c'est également des données intéressantes pour tout ce qui est fournisseur, pour voir un peu leur état de santé. Hein, il ne s'agit pas de travailler avec un fournisseur qui est en redressement judiciaire ou en liquidation. Hein, c'est pas très bon hein, pour se faire payer après. Également, ça peut être aussi pour voir des chiffres d'affaires de concurrents. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, société.com. Donc, dans nos réseaux, hein, que ce soit la CMA, la CCI ou la BGE, on vous guidera hein, pour faire votre étude de marché.
Alors, également, autre source d'information, c'est tout ce qui est salon professionnel. Bon, ben là, vous êtes dans un salon professionnel sur la création d'entreprise, mais il y a plein d'autres salons sur la mode, sur la déco, enfin sur les CE, enfin bon voilà. Donc les salons professionnels, c'est une très très bonne source d'information pour connaître justement peut-être des clients, pour connaître des fournisseurs, etc., les tendances. Il y a parfois aussi, comme dans ce salon, des ateliers, des conférences, etc. Donc, il ne faut pas hésiter soit à vous rendre à des salons professionnels, soit à regarder sur leur site internet, parce que souvent, il y a parfois des replays, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder les différents salons professionnels. C'est généralement des mines d'or pour trouver de l'info sur son marché. Également, on pouvait que se citer, donc les chambres consulaires. Donc les chambres consulaires, c'est un terme un peu barbare, consulaire, mais c'est quoi les chambres consulaires? C'est la chambre de commerce et d'industrie, CCI, la chambre des métiers et de l'artisanat, CMA, la chambre d'agriculture, Alors CCI, c'est plus pour des activités commerciales, industrielles ou de services, et CMA, ça va être plus pour des activités artisanales. Et chambre d'agriculture, comme son nom l'indique, ça va être plus pour des activités agricoles. D'accord? Donc ça peut être également une bonne source d'information. Et puis, ce que disait tout à l'heure Marie-France, vous avez tous et toutes un réseau, alors plus ou moins important, en fonction également de votre âge, et puis en fonction de ce que vous avez fait avant, mais votre réseau personnel et professionnel peut vous aider également à trouver des bonnes informations, des bonnes ou des moins bonnes. Attention, il faut toujours trier l'information. Les syndicats professionnels, pareil, les syndicats professionnels, c'est très important aussi pour, quand vous avez la chance dans votre secteur d'activité qu'il y ait un syndicat, ça peut être intéressant de regarder donc, sur leur site internet. Alors attention, parfois, effectivement, les syndicats, il faut être adhérent pour avoir l'info. Alors dans ce cas-là, soit vous choisissez d'être adhérent, soit vous ne le faites pas, mais vous aurez très peu d'infos. Donc, pour être adhérent, il faut avoir pour avoir l'info, il faut être adhérent. Dans ce cas-là, essayez de négocier un maximum pour obtenir les informations. Donc, les syndicats professionnels. Alors, une fois qu'on a étudié son marché, qu'on a vu donc les différentes sources pour bien maîtriser son secteur, qu'on a été sur le terrain pour interroger les clients, qu'on a regardé les concurrents, et pas uniquement regardé, mais qu'on les a vraiment étudiés de fond en comble, en fait, maintenant, il va falloir se positionner. Donc, construire son offre. Donc, son offre, qu'est-ce que je vends finalement? Qu'est-ce que je propose? À quel prix? Comment je les distribue? Quels sont mes canaux de distribution? Et comment je communique? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le marketing mix. Et donc, important, quand on vend quelque chose, savoir le prix. Donc, et puis surtout, quelle est ma valeur ajoutée? Je répète, parce que tout à l'heure, j'en ai également parlé, par rapport à toute votre étude de marché. Comment je vais me positionner et quelle sera ma valeur ajoutée, ma différenciation, pas forcément en termes de prix. C'est pas du tout intéressant de casser les prix, parce que du coup, si vous êtes trop peu cher, vous n'êtes pas crédible, donc attention. Mais voilà, en tout cas, il faudra bien communiquer. Quand vous démarrez, choisir les bons canaux de distribution, c'est important. Et choisir également les bons canaux de communication, c'est hyper important. Vous pouvez avoir un super produit, un super service, si personne ne le connaît, c'est pas terrible. Donc dans ce cas-là, il restera dans les tiroirs et vous ne pourrez pas gagner d'argent avec votre entreprise. Donc voilà, j'ai été un petit peu longue, mais je vais passer le relais à Louis, qui va vous parler de tout ce qui est juridique et financier, également une partie importante dans tout ce qui est création d'entreprise. Très bien. Merci Fabienne. De rien. Du coup, voilà, quand on a pris les étapes tout à l'heure de la création d'entreprise, ce que Marie-France nous a dit, c'est que après l'étude de marché, vient le temps de l'étude financière et de l'étude juridique. Déjà, la base de l'étude financière, c'est de chiffrer son projet. Voilà. Déjà, chiffrer ses besoins. Je veux m'installer, quels sont mes besoins au démarrage? Il faut que je chiffre mes investissements et toutes mes dépenses que je vais avoir au démarrage. Là, je parle juste
du stade vraiment, je veux me lancer, de quoi j'ai besoin et combien ça va me coûter. Voilà, ça c'est une première chose à faire. Ensuite, du coup, pour financer ces besoins, voilà, faut que je liste tout ça, il faut que je liste mes opportunités et en fait, les besoins vont être contrebalancés par ce qu'on appelle des ressources. Voilà, en termes comptables, dans une colonne de gauche, vous aurez les besoins, voilà, tous mes investissements dont j'ai besoin au démarrage, et dans une colonne de droite, les ressources. J'ai des besoins, comment je les finance? À titre personnel, on fait exactement la même chose. Vous voulez changer de voiture, la question que vous vous posez, c'est de quels moyens je dispose pour changer ma voiture. Est-ce que je peux la payer tout seul? Est-ce que je dois faire appel à une banque? Est-ce que je vais demander à des amis? En termes professionnels, c'est exactement la même chose. J'ai des besoins, j'ai des investissements au démarrage. Comment je les finance? Et donc en termes comptables, on parle de besoins et de ressources. Et donc en fait, alors juste pour terminer, on va jouer sur la faisabilité quand on parle de ça. C'est-à-dire que, est-ce que si j'arrive à financer tous mes besoins, mon projet est faisable? La réponse est oui. Voilà. Si je n'arrive pas à financer tous mes besoins, mon projet n'est pour l'instant pas faisable. Après, il y a des pistes à creuser. Il faut voir si on peut aller chercher d'autres financements. Je partais sur une voiture neuve, finalement, je vais plutôt partir sur de l'occasion, ce qui va me coûter moins cher. Donc, voilà. La faisabilité, on parle de chiffrage projet, on parle de plan de financement. Ça, c'est tout ce qui concerne la faisabilité d'un projet au démarrage. Et puis, le but, c'est aussi, donc ça y est, mon projet, il est faisable, je peux commencer mon activité. Par contre, sur le papier, est-ce que mon activité va être rentable? Voilà, sur ce deuxième slide lié à l'aspect financier, on va parler de rentabilité. Comme l'a dit Marie-France tout à l'heure, on ne travaille pas pour la gloire, on ne fait pas du bénévolat, même si on adore son métier, le but c'est quand même de se rémunérer à la fin. Et donc ça, c'est tout ce qui va jouer sur la rentabilité, la viabilité d'un projet. J'ai mon activité forcément, elle va engendrer des charges. Si je reprends l'exemple de ma voiture, alors qu'elle roule à l'électrique ou qu'elle roule au carburant normal, l'essence c'est pas gratuit, l'électricité c'est pas gratuit, tout ça c'est ce qu'on pourrait acheter des charges, c'est ce qu'on pourrait appeler des charges. Si j'ai un métier de production, je vais aussi avoir des achats. Un boulanger qui vend une baguette 1,20 €, sa baguette elle lui rapporte pas 1,20 €, il va enlever ses charges dessus, il va enlever sa matière première. Et du coup, par contre, si je reprends l'exemple de mon boulanger, lui, pour calculer son chiffre d'affaires, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le prix de sa baguette, qu'il va multiplier par le nombre de clients à qui il peut vendre une baguette, ou le nombre de baguettes qu'il va pouvoir vendre. Et ça résulte de l'étude de marché, comme vous a expliqué Fabienne. En fait, l'étude financière, on imagine toujours que c'est quelque chose d'énorme, mais tout résulte de l'étude de marché. Si l'étude de marché a été bien construite, votre étude financière, en fait, c'est une simple multiplication ou une addition de chiffres. Voilà, c'est toutes les infos que vous aurez récoltées sur l'étude de marché qui vont vous amener à votre étude financière. Et donc, une fois que j'ai fait mon chiffre d'affaires, donc ce que je vais pouvoir vendre, ce que je vais vendre, ce que ça va m'apporter, moins tout ce que je vais dépenser, c'est-à-dire mes charges, ça va nous donner un résultat, et tout ça, ça peut également engendrer de la trésorerie. Et grâce à ce résultat, grâce à cette trésorerie, c'est comme ça que je vais pouvoir rembourser mon emprunt bancaire si j'en ai fait un, c'est pour ça que je vais pouvoir me rémunérer, et c'est pour ça que je vais pouvoir mettre de l'argent de côté pour ma société ou mon entreprise. Donc là, on parle clairement de rentabilité. Et puis, en termes de... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la rentabilité et la viabilité étaient liées. La rentabilité, c'est quand mon entreprise arrive à se financer. Voilà, mon chiffre d'affaires finance toutes mes charges. La viabilité, c'est quand moi, j'arrive à vivre de mon entreprise. Voilà, c'est là la distinction totale. Une entreprise peut être rentable, mais pas forcément viable. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 10 € de résultat pendant 10 ans, elle est rentable, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si l'exploitant ne s'est absolument pas payé, on ne peut pas forcément parler d'entreprise viable parce que du coup, voilà, comme on le disait, on ne travaille pas pour la gloire et le but, c'est quand même de générer un revenu de son activité. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans les étapes, c'est que, en fait, le statut juridique, souvent, c'est... en effet, les personnes arrivent souvent avec cette question-là en premier. Voilà, je vais me lancer dans quel statut, par contre, j'ai rien fait. Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les choses à plat. C'est-à-dire que le statut juridique, c'est quelque chose vraiment qui se choisit en dernier. Puisque le statut juridique, il va dépendre d'énormément de choses. Il va dépendre de votre situation personnelle, il va dépendre de la situation de l'entreprise, il va dépendre du marché, il va dépendre de plein de choses. Et donc, en fait, une entreprise, c'est
un statut social du dirigeant, parce que le dirigeant a un rôle dedans, et donc un rôle et des responsabilités. Un statut juridique, c'est une forme juridique, voilà, il en existe plusieurs, soit on est en entreprise individuelle dont la micro-entreprise fait partie, soit on est en société, voilà, il y a des choses qui changent selon les différentes formes. Et puis c'est également de la fiscalité, une entreprise. Une entreprise, ça va forcément impacter notre imposition sur le revenu, mais ça peut également, une entreprise peut avoir ses propres impôts. Et donc c'est là où on parle de société. Donc, le choix d'une structure juridique, ça repose sur beaucoup de choses. Déjà, il faut se poser la question de savoir si on veut s'associer. Si on veut s'associer, on ne partira pas tout seul, on ne partira pas sur une entreprise individuelle. On va parler fiscalité aussi, c'est-à-dire que si dans notre prévisionnel, on estime que du coup on va faire un très bon résultat, il est peut-être pertinent de partir sur une société pour avoir moins d'impact sur son imposition personnelle. Savoir si c'est une activité réglementée également. Ça va changer beaucoup de choses dans les statuts. La dimension du projet, comme le disait Marie-France tout à l'heure, ou même comme le disait Fabienne, si on part sur une stature internationale, c'est peut-être pas pertinent de partir sur une micro-entreprise, parce qu'on va pas avoir les ailes assez fortes pour se déployer. Ça va dépendre aussi de soi. Qu'est-ce qu'on veut, comment on veut être protégé. En effet, si on a des problèmes de santé, pareil, la micro-entreprise n'est peut-être pas le format adéquat parce que c'est pas celle qui va protéger le mieux. Si on veut rester cotisant au régime de la sécurité sociale classique, il y a une forme de société pour ça. Voilà, le social a une grosse importance. Donc vous avez une grosse importance dans votre choix de structure juridique. La crédibilité également. Imaginons, je suis maçon. Mais par contre, moi, je veux faire que du lotissement. Voilà, c'est-à-dire que je veux répondre qu'à des appels d'offres de lotissement. Si je me mets en micro-entreprise, ça va être très compliqué de candidater à ces appels d'offres parce que je ne vais pas avoir une structure financière, une stabilité financière qui va être assez crédible par rapport à mes donneurs d'ordre. Et puis, une structure juridique, c'est aussi une protection de patrimoine. Pensez à vous, lorsque vous choisissez votre structure juridique, pensez à vous protéger. Alors, la loi fait qu'on ne viendra jamais saisir votre bien personnel, votre habitat personnel. Ça, c'est une obligation légale. Mais par contre, il y a des choses, on peut venir toquer à votre porte. Si vous êtes créancier, du coup, voilà, si vous avez des dettes et qu'on doit venir chercher de l'argent quelque part, on peut venir chez vous. Voilà, on ne vous saisira pas votre habitat, mais par contre, ce qu'il y a sur vos comptes en banque peut être saisi. Et ça se protège dans une structure juridique. On est plus ou moins protégé selon les structures juridiques. Et c'est à ça notamment que servent les statuts ou des choses comme ça. Mais en fait, le maître mot de tout ça, et pour, on va conclure ensemble cet atelier, le maître mot de tout ça, c'est surtout de ne pas rester seul dans l'accompagnement. Souvent, on se dit, de toute façon, voilà, l'étude de marché, voilà, le prévisionnel, j'ai un comptable, ça va le faire. Mais non, soyez accompagnés, prenez le pli justement, et vous êtes là sur ce salon pour ça, et c'est très bien, mais prenez le pli d'aller voir tous les interlocuteurs de vos métiers, les syndicats professionnels, la BGE, la Chambre des commerces, la Chambre des métiers, des cabinets comptables, des réseaux entrepreneuriaux, il y a Réseau Entreprendre, il y a Entreprendre au féminin, enfin bref, allez voir tous ces gens-là, c'est jamais du temps de perdu. Certes, vous pouvez vous dire que ça va être long de réaliser votre projet et vous voudriez être lancé hier, mais prenez le temps de vous lancer, c'est ce qui fera votre réussite sur les 3, 5, 10 prochaines années. Du coup, Fabienne, je te laisse... Louis a tout dit, donc effectivement, important de ne pas rester seul, important de se faire accompagner par différentes structures. Le salon, c'est vraiment pour vous un point de départ. Et et puis même si vous créez une micro-entreprise, il ne faut pas directement aller à la case immatriculation. Vous avez vu, on vous a donné les différentes phases de la création, mais passez bien par toutes les étapes. Il ne faut pas en louper une, parce que ça risque de mettre en péril votre projet. Donc vraiment, l'accompagnement est vraiment quelque chose d'important à ne pas rater. Sur la préparation du projet, je n'ai rien à dire. Surtout, je reviens sur ce que tu disais, Louis, savoir s'entourer, effectivement. Contrairement à ce qu'on pense, on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'au lieu de s'éparpiller, de partir à l'envers, de faire machine arrière et autres, finalement, être accompagné permet de connaître les étapes, de les enchaîner et de les valider les unes après les autres. Et donc ainsi, on gagne du temps. Donc, allez voir tous les partenaires, glanez les informations, mais soyez accompagnés. Et juste pour...
Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. Et juste pour terminer là-dessus, le but c'est de s'entourer et le but c'est pas de faire un projet à l'économie. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je rebondis sur la partie financière, mais ne faites pas des économies de bout de chandelle sur vos projets. S'il y a des dépenses qui sont importantes à faire, faites-les. Parce que si vous reculez des dépenses de 6 mois, ça se trouve, dans 6 mois, votre trésorerie ne vous permettra pas de le faire. Donc, prévoyez bien tous vos besoins au démarrage, ce qui vous permettra d'être plus crédible auprès de vos interlocuteurs et de demander ce que vous avez à demander, soit à des proches si c'est un prêt amical, ou soit à la banque. Voilà. Ne faites pas d'économies pour faire des économies, faites des économies là où elles sont nécessaires de faire. Et puis, faut aussi accepter que son projet va évoluer dans le temps. Voilà, ça c'est quelque chose de primordial. C'est qu'il y a votre idée là que vous avez aujourd'hui, mais dans 6 mois, si on se revoit, votre idée elle sera sûrement différente et elle sera sûrement construite différemment. L'idée de base sera sûrement toujours là, mais elle ne sera pas construite de la même façon que vous l'anticipiez aujourd'hui. Donc là, pas trop. Ouais, il nous reste quelques minutes là, donc on est prêt à entendre vos questions. Je ne sais pas si c'est toujours la première question généralement qui est la plus dure à poser, mais n'hésitez pas, on va pas, on est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que finalement on a été super clair et vous n'avez pas besoin de nous poser plus de questions? Je ne sais pas. N'hésitez pas à lever la main, puis je vais venir vous donner le micro si vous avez des questions. N'hésitez pas, normalement l'objectif c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou non? Sinon, on a des stands. Il y a des questions là-bas. OK. Excusez-moi, je suis passé là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, moi ma question c'est de quelle chambre consulaire je vais dépendre pour une activité de pet sitting. Donc c'est de la garde d'animaux à domicile. Ah, d'accord. Ça doit être la chambre de... Non, c'est chez les gens, je pense. Chez les gens. Je pense que c'est à la chambre de commerce plutôt. C'est très des fois c'est pas toujours évident. Effectivement, l'activité là, elle est un peu particulière. Voilà. Mais ça, c'est des questions que vous pouvez effectivement venir nous poser directement à notre stand ou par téléphone. Enfin bon, là, à partir de demain, parce que là, effectivement, aujourd'hui, on va pas forcément pouvoir vous répondre au téléphone, mais à partir de demain, vous pouvez nous appeler et on pourra vous répondre à ce type de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, déjà je voulais vous remercier pour la présentation et moi j'ai une question. En gros j'ai un petit projet que j'aimerais bien monter qui devienne un peu plus gros. Est-ce que les statuts c'est facile de faire évoluer? Ah oui, on peut toujours évoluer, de changer de statut. On peut très bien commencer par une micro-entreprise au départ, ça dépend du projet, pour tester son projet et passer après soit une entreprise individuelle au réel. Au réel, ça veut dire que vous pouvez, entre guillemets, déduire toutes vos charges ou carrément faire le grand saut en passant avec une société type SARL ou SAS, etc. Un statut, ça peut se modifier. On n'est pas engagé pour une vie entière, bien au contraire. Au contraire. Ok, merci. Oui. À chaque fois, c'est payant. En général, oui, quand on crée... La micro-entreprise, quand on crée, c'est gratuit. Mais si, la micro-entreprise sur le guichet unique de l'INPI, c'est gratuit, vous pouvez le faire vous-même. Après, si vous allez dans un centre de formalité, là, en effet, c'est payant, mais parce que en fait, vous payez un service. Ah oui. S'il y a une prestation, ça va être payante, mais si... D'accord. Ouais, mais normalement, la micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de moins coûteux au niveau... Mais il faut pas... à mon avis, même 500 €, ça va... Si vous êtes à 500 € près, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que faire des écoles... il y a des choses sur lesquelles on a plus de mal à investir, mais pensez aussi à investir sur du conseil. Voilà. Quand vous payez un cabinet comptable pour vous réaliser votre prévisionnel et pour vous accompagner dans votre démarche de création juridique de votre entreprise, souvent on a plus de mal à payer un cabinet comptable qu'à payer une machine, par exemple. Mais les deux vont avoir exactement le même intérêt. Posez-vous la question, est-ce que moi je sais faire de la comptabilité? Est-ce que moi je sais créer une entreprise? Non. Donc du coup je vais payer pour ça. Voilà, c'est des choses pour lesquelles il faut accepter de payer parce que en fait
c'est primordial. Ce sera du temps de Voilà, gagner. c'est du temps de gagner, c'est primordial dans votre gestion d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour et merci. De rien. Petite question pour les statuts associatifs. Est-ce qu'ils ont les mêmes accompagnements que les micro-entreprises ou autres? Alors pour les associations, il va y avoir plutôt de l'accompagnement au démarrage, parce qu'en fait, vu que c'est pas la même structure juridique, ça va être un accompagnement assez particulier pour les associations. Je sais que nous, par exemple, à la BGE et notamment via Pôle Emploi, il y a des parcours d'accompagnement à l'émergence du projet qui là sont tout à fait ouverts au réseau associatif, puisque en fait, on va travailler plutôt sur l'idée. Et l'idée en tant que telle, qu'on monte une entreprise plus tard ou qu'on monte une association, une idée reste une idée. Après, en fait, le but c'est surtout de vous diriger vers les organismes dédiés, c'est-à-dire la maison des associations ou ce type d'organismes qui vont vous proposer un accompagnement spécifique pour votre projet associatif. C'est pas qu'on ne peut pas accompagner, c'est que c'est une forme tellement spécifique et qui va être différente d'une forme entrepreneuriale, donc il vaut mieux se rapprocher des interlocuteurs qui sont spécialisés là-dedans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Non? Bah écoutez, je pense que tout est bon. Vous retrouverez sur cette animation... Ah, une petite question? Oui. BGE, alors ce qu'on appelait anciennement, c'est les boutiques de gestion. En fait, c'est un réseau d'accompagnement. C'est un réseau d'accompagnement national et qu'on retrouve dans les départements ou dans les régions. Mais voilà, c'est ce qu'on appelait anciennement les boutiques de gestion. C'est complémentaire aux chambres de commerce, aux chambres de métiers, avec un accompagnement dédié aux projets entrepreneuriaux. Et donc oui, voilà, vous retrouvez donc l'animation en replay après le salon sur le site internet du salon. Voilà, sur le salon Entreprendre dans l'Ouest. Juste si éventuellement il y a des gens qui sont intéressés, il y a un jeu qui va être fait avec la Massif, je crois que c'est à 11h et il reste de la place, donc c'est un jeu pour apprendre justement à être créateur d'entreprise. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et aller sur le stand. C'est sur le stand, je crois, Je Réseaute et c'est à 11h. Hein, il faut vous inscrire par contre, ok ? Donc il reste quelques places, donc c'est l'occasion pour vous de voir un petit peu les différentes étapes d'un point de vue un peu plus ludique. Hein, donc voilà. Ok. Bon bah écoutez, au plaisir de vous retrouver donc sur nos stands et puis peut-être à l'intérieur de nos structures et bonne continuation et bon salon à tous et à toutes. Et surtout, je voulais quand même vous remercier de votre attention. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc merci à vous hein, et très très bon salon.